Nous allons commencer par présenter le plan de travail. Dans un premier temps, vous voyez apparaître les deux aimants. Ensuite, nous faisons appel également à deux bobines, une de 100 spires et une de 200 spires, mais nous n'en utiliserons qu'une seule à la fois. Ensuite, vous constatez que les aimants, pour rappel, sont montés sur un disque qui lui-même est monté sur l'axe de la foreuse. Ces trois éléments sont ceux qui nous permettent de créer la tension induite. Ensuite, nous avons l'oscilloscope qui permet de visualiser le signal produit. Et enfin, l'appareil photo qui est indispensable car la webcam n'est pas compatible avec l'écran de l'oscilloscope. Et enfin, de toute façon, à toute phase utile, j'ai maintenu le détecteur sensible qui permet, le cas échéant, de détecter de très faibles signaux et leur polarité également. Nous allons à présent démarrer le dispositif. Regardez le signal qui apparaît sur l'écran de l'oscilloscope. Vous constatez que ce n'est pas une ligne régulière. C'est la raison pour laquelle nous allons devoir prendre des photos. Vous voyez à présent l'écran de l'oscilloscope. Alors, d'une façon générale, horizontalement, vous observez l'écoulement du temps, tandis que verticalement, vous observez la tension instantanée. Je reviens à la lecture horizontale. Vous voyez deux traits noirs verticaux. Cela représente en fait une unité de temps, et dans le cas présent, une unité de temps, c'est 20 millisecondes. Verticalement, vous observez la lecture de la tension instantanée. Entre les deux traits noirs, vous observez une tension de 200 millivolts. Voici la forme de la tension telle qu'elle est produite par une bobine de 200 spires qui tourne à la vitesse de 8 tours par minute, ce qui représente approximativement 3 mètres par seconde. La tension crête mesurée, c'est environ 2,2 fois 200 millivolts, ce qui nous fait 440 millivolts. Et la période, je dirais, c'est-à-dire le cycle, une alternance positive et une alternance négative, dure approximativement 20 millisecondes. Je voudrais ajouter que si un cycle dure 20 millisecondes, ça veut dire qu'il a la même durée que le cycle de la tension du réseau. Nous conservons la bobine de 200 spires, mais cette fois, la vitesse est réduite à 3 tours par minute. La tension mesurée, je l'évalue à 160 millivolts et la durée d'un cycle, une impulsion positive et une impulsion négative, environ à 55 millisecondes. Par comparaison au cas précédent, c'est-à-dire à une vitesse de 8 tours par minute, nous voyons que la tension a diminué, tandis que la durée de l'impulsion a augmenté. Voici l'enregistrement obtenu au moyen d'une bobine qui comporte 100 spires et qui tourne à 8 tours par minute. La tension mesurée est de l'ordre de 300 millivolts, tandis que la durée du cycle est de 20 millisecondes. Nous voici arrivés à notre quatrième et dernier relevé. Nous travaillons avec une bobine qui comporte 100 spires et elle tourne à 3 tours par minute. À votre avis, ce qui est indiqué là-bas, est-ce correct? Quelle est la valeur de la tension crête? Quelle est la durée d'un cycle complet, c'est-à-dire une impulsion négative suivie d'une impulsion positive? Je vous laisse réfléchir. Examinons tout d'abord la signification de ce qui est dessiné. À gauche, vous voyez
les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, ça correspond à 5 étapes successives. Vous voyez également une série de petits cercles bleu foncé, ce sont les aimants. Les cercles bleu clair, qui sont beaucoup plus grands, ce sont des zones d'influence magnétique de l'aimant. Donc, c'est là que l'on trouve des lignes de champ magnétique. Et enfin, le cercle rouge, c'est une bobine de cuivre, telle que celle que nous avons utilisée. Alors, dans le cas numéro 1, vous voyez que la bobine est tout à fait en dehors de la zone d'influence. Il est donc logique que la tension induite soit nulle. Le cas numéro 5, le dernier, on voit que la bobine vient de sortir du champ magnétique. Il est également logique que la tension soit nulle. Examinons maintenant le cas numéro 2. On voit que la bobine pénètre dans le champ magnétique. Si vous vous rappelez le dispositif sensible que nous avons utilisé, c'est à ce moment que la LED jaune s'allumait. Dans le cas numéro 4, on voit que la spire de cuivre, la bobine de cuivre est en train de sortir de la zone d'influence magnétique. Encore une fois, souvenez-vous, le dispositif sensible, c'était le moment où la LED rouge s'allumait, une tension positive. Jusque-là, tout est bien clair. Maintenant, que se passe-t-il exactement en 3 ? Vous voyez que la bobine est centrée. Imaginez qu'elle se déplace un petit peu à gauche ou à droite. Le nombre de lignes de champ magnétique qu'elle va interrompre ne varie pas. Si vous la déplacez un petit peu à gauche, vous allez en gagner à gauche, mais vous allez en perdre à droite, et vice-versa. S'il n'y a pas de variation de champ magnétique, ou plutôt de variation du nombre de lignes de champ magnétique interrompues, il est logique que la tension induite soit égale à 0. Voilà, et bien maintenant nous allons tirer les conclusions qui s'imposent. Première conclusion, pour augmenter la tension, il faut soit augmenter la vitesse de rotation, soit augmenter le nombre de spires. La deuxième conclusion, c'est que la forme du signal est très proche de celui d'une sinusoïde. Mais en fait, que faudrait-il modifier pour obtenir un signal sans interruption, c'est-à-dire avec des sinusoïdes consécutives? Vous voyez ici le signal incomplet que nous pouvons observer. Quoi se composait le processus qui est à l'arrêt pour le moment, et nous allons bientôt le démarrer, et je vous laisse le temps de réfléchir. Nous voici arrivés au terme du tuto 1.14. Vous l'avez apprécié, enfin je l'espère. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite également à suivre le tuto 1.16 qui s'intitule « Découverte des 3 grandeurs de base par analogie acoustique ». Tout un programme. À bientôt, je l'espère. Merci. Un dernier petit détail. Une visite, un encouragement, ça fait toujours plaisir. Merci.